Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 100% basket. Vous l'avez noté dans vos agendas, c'est chaque mardi à 19h35 en direct sur ma télé, une demi-heure pour parler ensemble de la balle orange sur le Saint-Quentinois. Et comme chaque semaine, chaque mardi, je reçois à mes côtés celui qui va co-animer avec moi cette émission, Greg, et qui a mis sa chemise festive. Salut Greg. Ouais, je l'ai retrouvée dans mes placards, donc elle me va encore à peu près bien, donc c'est parfait. Et tu devais pas l'encadrer, il me semble, en fin de saison, il y a deux ans quand on est monté? Je devais la donner normalement aux supporters pour porter chance. Mais tu me fais plaisir, tu l'as porté. Et aujourd'hui, on va le présenter dans quelques instants. Nous avons la chance de recevoir Virgile Lopez, le nouvel entraîneur de l'équipe Espoir du SQBB JSC. Je vous le présente dans quelques instants. Mais avant toute chose, le sommaire de cette émission, vous vous en doutez, on va parler du SQBB JSC et de son équipe qui est dans le championnat Espoir Elite et qui va commencer le 20 septembre prochain face à l'équipe de Monaco. Avec Greg, ce mardi, on va parler basket région et pour être précis, basket R3. On va revenir sur le tournoi de préparation qui était organisé samedi dernier du côté de Gauchy et on parlera basket français avec la signature d'Evan Fournier du côté de la Grèce de l'Olympiakos et on parlera également de l'arrêt de Vincent Collet à la tête des Bleus. Mais j'ai envie de vous présenter notre invité de ce mardi. Je vous l'ai dit, c'est Virgile Lopez, entraîneur du SQBB JSC. Bonjour Virgile, merci d'être avec nous et surtout, bienvenue à Saint-Quentin. Bonjour, merci beaucoup Baptiste. Vraiment un grand plaisir d'être ici avec vous pour pouvoir partager ce moment de basket. Alors justement, aujourd'hui, on va parler de l'équipe que tu as pris à la tête il y a quelques semaines maintenant, de ce tout nouveau groupe que tu ne connais pas. Mais avant toute chose, on a envie de faire connaissance avec toi et tu vas nous parler de ton CV qui, en préparant cette émission, j'ai vu qu'il était plutôt bien fourni. Effectivement, je suis passé par plusieurs sports, le basket, le volley, le volley où j'ai réussi à travailler dans le beach volley et dans le volleyball indoor dans les équipes de France où nous avons été champions d'Europe U20 avec un petit athlète comme ça que tout le monde peut-être connaît, Erwin Ngapet, avec Kevin Leroux. Donc voilà, c'était une génération dorée. Ensuite, derrière ça, je vais au Brésil où je passe 14 ans. Et là, au Brésil, un petit peu, donc à presque 10 000 km, n'est-ce pas? Où j'ai réussi à être assistant, préparateur physique aussi, et après j'ai passé les échelons pour être entraîneur principal dans le basket féminin. J'ai commencé un petit peu aussi avec le basket masculin aussi au Brésil, mais je suis allé dans les équipes féminines, où en 2019, je reçois une invitation de la part de l'entraîneur de l'équipe nationale brésilienne pour être à ses côtés en tant que premier assistant, où nous avons fait 2 TQO. Nous ne sommes pas qualifiés malheureusement ni pour Tokyo ni pour Paris, et avec quelques succès sur le continent américain. Un parcours assez atypique, mais faire dans le basket toute ta carrière et tu fais un crochet par le volley. Pourquoi ce choix? Une opportunité. Tout simplement une opportunité où je n'avais pas de contrat je n'ai pas été renouvelé par mon ancien club. Et donc, ce qui se passe, c'est que je vais avoir une opportunité d'intégrer les équipes de France durant un été. Je rencontre la DTN. La DTN me donne une opportunité d'aller dans le pôle France. Et ensuite, tout s'enchaîne sur les équipes de France. Et alors, 14 ans au Brésil, le choix de revenir en France, il s'explique comment? L'envie de revenir aussi, après 14 ans passés en dehors de son pays, ça fait. Et j'avais vraiment une envie de revenir en France, participer aussi par rapport au basket français, de revenir retrouver ma famille tout simplement, et aussi tous mes amis que j'avais dans le basket français. On rappelle que tu as fait quasi la majorité de ta carrière dans le basket féminin, la LFB, tu connais bien. Et aujourd'hui, on va en parler dans quelques instants, tu viens dans le basket masculin, un retour peut-être aux premières amours? Je dirais pas les premiers amours, mais en tout cas, enfin oui, parce que j'étais dans le basket masculin en tout cas en tant que joueur déjà. Mais par contre, oui, j'avais envie de venir dans le basket masculin. C'était quelque chose qui m'animait particulièrement, de découvrir et pleinement satisfait d'être ici. Et à ton retour en France, tu as sûrement plusieurs projets sur la table, mais tu acceptes celui qui t'est proposé par celui du SQBB JSC. Qu'est-ce qui a fait peser dans la balance pour venir ici à Saint-Quentin? Alors le projet déjà d'un centre de formation récemment créé, avec l'agrément, avec tout ce qui s'ensuit par rapport justement à la montée Pro A de l'équipe principale. Et c'est un projet qui m'intéresse parce qu'il y avait vraiment tout à créer et j'aime bien créer.
Et j'aime bien créer, mais pas tout seul, avec une équipe autour de moi, et aussi de faire des passerelles avec l'équipe pro, avec Julien Mahé, où on essaye, ou moi en tout cas, je viens souvent à ces entraînements, on discute, on échange, et ça pour moi c'est super riche. Greg, peut-être une question à Virgile. Ouais, par rapport à ton effectif, est-ce que tu as des joueurs potentiellement, que tu arrives à voir, qui peuvent intégrer déjà l'entraînement des professionnels et de Julien Mahé? Alors déjà, nous avons 2 joueurs qui sont intégrés comme stagiaires avec Julien Mahé. Donc c'est Traoré Djigiba et Issa Daniel qui donc participent quotidiennement aux entraînements de Julien. Et ils viennent, justement, quand eux, ils partent, par exemple, ils sont partis à Bonn aujourd'hui, donc ils vont pouvoir venir aux entraînements pendant que les pros ne s'entraînent pas et pendant qu'ils jouent. Et donc là, ça nous permet d'avoir la possibilité de les avoir dans l'effectif pour s'entraîner, se préparer pour Monaco la semaine prochaine. Ça va être un gros morceau. Tu parlais il y a quelques instants de passerelle. Comment elle se concrétise, cette passerelle entre l'effectif pro mené de main de maître par Julien Mahé et toi? Ça se passe comment au quotidien? Ben déjà, c'est construire déjà un lien entre nous deux, en partageant, en essayant de se voir sur la partie professionnelle, et puis après de temps en temps peut-être en extra aussi, qui permettent... La première chose, c'est créer du lien. Et après ça, c'est de prendre des décisions en commun qui peuvent profiter aux 2 entités. On va parler de l'effectif que tu as constitué pour la saison 2024-2025 qui s'offre à nous. Justement, comment tu l'as préparé cet effectif? Est-ce que tu avais déjà des joueurs qui allaient rester au club ou comment tu as travaillé là-dessus? Alors, je n'ai pas travaillé sur le recrutement. Donc, je suis arrivé mi-juillet, sur ma concrétisation de ma venue ici. Et l'effectif était déjà prêt. Et donc, j'ai appris en tout cas à connaître les joueurs au fur et à mesure. Alors, Virgile, dans le centre de formation, il y a formation. Comment tu vois le curseur entre la formation, justement, du joueur et la performance et les victoires? Il est où le curseur pour toi? Alors ça, c'est une question à laquelle j'ai souvent été confronté, à me la poser et à ce qu'on me la pose aussi. Et la réponse, en fait, c'est qu'est-ce qu'on peut déterminer comme victoire ou comme succès? Et aujourd'hui, pour moi, c'est arriver à faire comme quoi l'ensemble des joueurs arrivent à leur potentiel max. Alors, est-ce que ça va nécessiter de gagner tous les matchs? Je ne suis pas si sûr. Par contre, d'arriver à faire comme quoi ils arrivent à avoir, à la sortie du centre de formation, peut-être l'un des plus beaux contrats qu'ils peuvent avoir, ça par contre, ça sera considéré pour moi comme un succès et une victoire. Oui, parce que dans le championnat espoir, il faut l'expliquer, sauf s'il y a eu changement, en fait, les joueurs jouent pour aller jusqu'au trophée, ce qu'on appelle le trophée du futur. C'est une espèce de quart de finale, finalement. Et ça a lieu vers le mai-juin, quelque chose comme ça. En fin de saison, oui. Ça n'a pas changé, je pense. Et donc, en fait, on joue pour ça, en fait. Les joueurs aussi jouent pour ça. Donc, c'est vrai qu'il y a ce curseur-là entre aller se bonifier, se former pour aller chercher une National 1, une Pro B éventuellement, et puis essayer de gagner des matchs pour essayer d'accrocher le trophée du futur. Et justement, la préparation, comment elle se passe? Parce que quand tu as un effectif qui est déjà totalement prêt, c'est un peu compliqué, il faut amener sa patte. La préparation se passe comment? Alors, compliqué, ça dépend de comment en fait on arrive avec ses croyances. Et sa philosophie peut-être basket. Exactement. Donc moi, je suis très ouvert. J'aime beaucoup partager. La première chose que j'ai en tout cas mis comme cadre, c'est de connaître les gens et de connaître aussi comment ils fonctionnent. Et après d'arriver à faire... alors je travaille énormément en intelligence collective avec les joueurs, c'est-à-dire je leur pose énormément de questions. Si vous les croisez, vous pourrez leur demander, ils posent beaucoup de questions. Mais c'est pour leur faire comprendre et prendre conscience de ce qu'il faut faire. Parce que le but du jeu, comme tu disais, c'était la formation. Et la formation, il faut prendre conscience de certaines choses, de pourquoi on fait les choses. C'est ça l'essentiel. Et le partage. Exactement. Exactement. Donc, par rapport à ça, donc il y a le partage entre nous, mais en discutant d'ailleurs avec Julien Mahé, qui a eu une excellente idée, c'était d'arriver à inviter un joueur pro à venir sur un instant, alors peut-être pas sur le terrain, et pourquoi pas, je ne m'offre aucune limite, mais qui puisse partager justement son parcours, sa formation, de comment il en est arrivé là, si on peut parler de sacrifice, ou en tout cas ses choix de vie. Donc voilà, c'est tout ça c'est l'une des choses en tout cas que je voudrais mettre en place pour, créer le lien, créer cette passerelle, mais aussi pour qu'ils aient accès à des informations peut-être utiles pour eux.
Alors ça c'est super important et c'est une très très bonne idée parce que c'est vrai que dans le monde professionnel, on se rend compte en fait que les anciens joueurs ou même joueurs en cours, ils ont des routines, ils ont des hygiènes alimentaires, des hygiènes de tout en fait. Pour y arriver, il n'y a pas de secret en fait. Et c'est vrai que je trouvais justement que ça manquait de partage souvent entre les générations. Et c'est vrai que voilà, si on peut avoir, si vous pouvez bénéficier de ça, ça serait génial pour vous. Il y a plein d'anciens joueurs aussi qui sont sur le Saint-Quentinois et je pense qu'il peut y avoir une ouverture de communication pour les former encore sur ce genre de choses, quoi. Et on va forcément parler du 20 septembre, c'est votre premier rendez-vous, pas n'importe lequel, avec la réception de Monaco. Mais plus largement, cette saison, les objectifs, quels sont-ils, Virgile ? Alors, je ne connais pas énormément le championnat espoir. On m'a dit que ce championnat changeait de manière régulière, notamment toutes les années, avec la sortie des espoirs de dernière année. Mais je sais que c'est un championnat qui est assez dur physiquement. Et justement, j'essaye à le préparer, alors non pas que physiquement, mais aussi mentalement par rapport à ça. Donc les entraînements sont assez durs physiquement. On essaye vraiment de les pousser jusqu'au bout pour qu'ils puissent avoir et s'entraîner à prendre des décisions dans ces conditions extrêmes. Et j'aime beaucoup en tout cas ce qu'on est en train de produire. Après, la confrontation par rapport au match, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors Monaco, ben voilà. Alors c'est le 21 septembre, attention, c'est pas le même jour que les pros. Nous on joue le samedi. Ce sera le lendemain. Ça sera le lendemain, ouais. Et ben en tout cas, nous, on va vous suivre toute cette saison avec cette belle équipe Espoir Élite du SQBB JSC. Sans transition, on va parler de basket région avec Greg. Ouais, donc en fait, tout va reprendre à ce moment-là. Tout va reprendre. C'est bon ? C'est bon, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. J'étais mal calé. En fait, tout va reprendre, donc on est vraiment impatient. Donc effectivement, il y a le championnat espoir qui va reprendre le samedi, je crois. Alors, cette semaine, la semaine d'après, va reprendre tous les championnats régionaux. Donc on est impatient parce que c'est vrai on est impatient de revoir un petit peu tous les joueurs de basket. On a également les U18, il faut en parler aussi, les U18 et les U15 nationaux de Saint-Quentin du SQBB, parce qu'ils ont l'agrément, on va dire, pour jouer au championnat de France Élite, donc qui reprend ce week-end, dimanche, avec une double réception, donc pour les U15, le Valois, et pour les U18, Orchy. Donc si vous voulez passer votre dimanche au gymnase Gamès, vous êtes les bienvenus pour voir ces deux équipes-là. Et puis les espoirs, il faut aller voir cette équipe espoir parce que voilà, c'est aussi schématiquement, après le SQBB Pro A, Betclic, voilà, c'est l'équipe qui offre dans le Saint-Quentinois le meilleur niveau de basket. Donc il faut aller les voir. C'est pas neutre si l'année dernière, ils ont pas gagné beaucoup de matchs l'année dernière, mais les matchs qu'ils ont gagnés, c'est là où il y avait le plus de personnes, avec notamment les supporters qui étaient venus pousser. En fin de saison, c'est vrai. En fin de saison, et c'est là qu'ils ont gagné les matchs. Donc il faut venir les encourager un maximum, et puis voilà, ils viennent que pour eux. Au moins, ils auront à cœur aussi de donner le maximum sur le terrain. Donc on a beaucoup de championnats qui reprennent cette semaine, le national. Et puis, comme tu disais, la R2, alors c'est pas la R3, c'est la R2. C'est la R2, exactement. La R2 qui est leur deuxième niveau régional, qui va reprendre le samedi prochain, samedi d'après. Et samedi dernier, il y avait un tournoi justement de préparation à Gauchy. Tu vas nous en parler quelques instants avant qu'on découvre tout de suite le sujet. Ouais, donc il y avait ce championnat sur Gauchy entre la régionale 2 de Gauchy. Il y avait la régionale 3 de Gricourt, c'était pas la régionale 2 mais la régionale 3, et deux autres équipes pour compléter le tableau. Et on a vu un beau tournoi. On a vu un beau tournoi assez étonnant avec beaucoup de réussite, alors qu'au début de saison, souvent la réussite notamment elle reste au vestiaire et les joueurs essayent de se trouver. Là, on a vu pas mal de réussite, des scores assez fleuves. Et puis c'est important de pousser ces équipes parce qu'il faut absolument, au minimum, dans le Saint-Quentinois, avoir une régionale 1 si possible. Donc il faut pousser ces équipes pour monter. Parce que après les espoirs, quand ils vont sortir du centre de formation, il faut qu'ils trouvent au minimum une nationale 2, quoi. Ou sinon ça part sur d'autres cieux. Donc il faut au minimum avoir une belle équipe dans le Saint-Quentinois pour tous ces jeunes qui sortent, quoi. Et bien justement, samedi, nous étions du côté du gymnase Auguste Delonne de Gauchy. C'était Esteban qui était avec sa caméra. Et je vous propose tout de suite, c'est de découvrir le sujet réalisé par Esteban. L'heure de la rentrée a sonné pour le basket régional.
Samedi dernier, le club de l'ASG Gauchy organisait un tournoi amical avec 4 équipes présentes, l'occasion pour les clubs régionaux de se préparer, intégrer les nouvelles recrues et peaufiner les systèmes de jeu. C'est notre premier match, on a des joueurs qui arrivent, là, qui nous ont rejoints. On a 2 ou 3 matchs de préparation, donc un ce matin, un cet après-midi, là, parce qu'on a perdu le match. Je suis partagé sur le fait on a beaucoup de choses à travailler. On n'a pas très bien défendu en première mi-temps. On a été un petit peu trop permissif sur les drives adverses et surtout sur les shoots à 3 points parce qu'ils nous ont mis quand même pas mal de shoots à longue distance. Après, l'état d'esprit plutôt satisfaisant. Quand on a commencé à défendre et à jouer rapidement, on s'est trouvé des situations. On a aussi un petit peu oublié de mettre la balle à l'intérieur. Voilà, on a des choses à travailler, on en est conscient. Il faut que nos 3 recrues s'intègrent, qu'ils aient l'habitude de jouer ensemble. Mais voilà, quoi. Après, lancer franc, c'est un petit peu notre point noir. Là, j'étais un petit peu surpris parce qu'à l'entraînement, on est plutôt en réussite là-dessus. Là, je crois qu'on est à 30% au lancer franc. Bon, voilà, on a une grosse marge de travail encore, quoi. Cet après-midi, on va essayer de corriger un peu ça. J'intègre 2 autres jeunes. On s'en va jouer à Proville vendredi soir contre une R2. Bon, voilà, ça sert à ça, hein, les matchs de préparation, à se régler, à travailler un petit peu nos mouvements de jeu. Bon, après, la petite décision c'est sur l'intensité défensive, surtout en première mi-temps. Bon, voilà, la défense, c'est juste de l'envie et du mental, hein, c'est pas autre chose, hein. On est là pour travailler, on s'entraîne 2 fois par semaine. Après, voilà, on est le 7 septembre. Donc, on a 15 jours pour se préparer, en fait. Voilà, voilà. On attaque, on calme. Bah, on a fait un bon petit match de préparation. C'est le premier. On a fait que 2 entraînements depuis le début. Après, on n'a pas toute l'équipe. Toute l'équipe n'était pas là. On a fait avec les joueurs qu'on avait. Et on s'est plutôt bien débrouillé. On a fait un bon début de match. Et après, on a eu des gros coups de chaud. On a su garder la tête froide. Et défensivement, on a été présent. Et voilà, on a essayé d'apprendre à jouer tous ensemble. Parce que c'est des joueurs qui ne se connaissent pas forcément. Et voilà, on s'est fait plaisir. Tous les joueurs sont sérieux, ils sont tous à l'entraînement, on essaye de courir un maximum. Et voilà, tout le monde est là. Ces équipes auront encore l'occasion de disputer des matchs de préparation pour être enfin prêts le 22 septembre prochain, date du début du championnat de Régional 3. Virgile, Greg disait tout à l'heure, les U18, forcément, tu vas avoir aussi un œil très avisé sur cette équipe. Alors oui, parce que ça fait partie du centre de formation. On rappelle que tu es aussi le responsable technique du centre de formation. On ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais tu as la double casquette. Exactement. Et ça, c'est important dans le projet parce que justement, on va travailler de manière longitudinale sur l'ensemble des catégories du centre de formation. Donc en fait, dans les U21, j'ai un assistant qui est donc Christophe François qui va être sur les U18. Christophe François va avoir un assistant qui va être aussi sur les U15. Et en fait, on va travailler de manière longitudinale sur des mêmes principes. C'est-à-dire qu'en fait, que quand le joueur de U15 va passer en U18, du U18 en U21, sur la filière, il va arriver avec beaucoup d'informations déjà techniques, tactiques, sur de comment on veut développer notre jeu. Et ça n'a pas de prix. Quelque part, on pérennise un petit peu les joueurs sur du long terme. Exactement. Et ça, c'est l'autre partie du projet, c'est très bien. Par rapport à justement faire vivre le territoire et et promouvoir justement les joueurs du territoire. D'ailleurs, la semaine prochaine, dans 100% basket, on parlera peut-être des U18 et U15 qui jouent à Gamès, tu l'as dit dimanche. Oui, c'est ça, il faut suivre. Voilà, il faut partir du principe que les U18 et les U15, dans la région, c'est ce qu'on va trouver de mieux, hein, de toute façon. Donc les U15 viennent directement du pôle espoir d'Amiens, d'accord. Donc c'est des jeunes à potentiel, on va dire ça. Et les U18, bon, il y a un mix entre les U15 qui montent et puis un peu de Saint-Quentinois également qui sont dedans. Voilà, c'est des jeunes qu'on va voir, voilà, peut-être jusqu'à l'équipe espoir, s'ils arrivent à s'en sortir, parce qu'après c'est la bataille, hein. Faut se former, c'est la guerre, il n'y a pas de place acquise, il n'y a rien du tout. Donc on a des jeunes, hein, voilà, le fils de Francis, on en parlait tout à l'heure, Wilfried, qui va intégrer, je crois qu'il est encore en U18, je crois, et qui de temps en temps va faire sûrement des apparitions en espoir. Voilà, on voit des jeunes grandir, on voit des plantes on grimper. les accueille tout petits pour certains. C'est ça. Et donc
bon, c'est sympa de voir ces jeunes-là. Il y a beaucoup de jeunes aussi au centre de formation qui sont aussi Saint-Quentinois. On parle du jeune Pamar également, enfin Saint-Quentinois ou Waxonais, puisqu'il est plus ternois à la base. Mais voilà, c'est des jeunes qu'on a vus en équipe départementale qui maintenant on retrouve le champion espoir et c'est top, il faut les encourager. Et qu'on verra peut-être en équipe de France dans quelques années. La transition est toute faite. On va parler tout de suite basket français et équipe de France. Et je le disais, on va parler basket français parce qu'on a entendu deux nouvelles. Evan Fournier qui rejoint l'Olympiakos. Et hier, Vincent Collet, c'était un secret de polichinelle, qui est arrêté après 15 ans en équipe de France. Ton avis là-dessus déjà sur la signature d'Evan Fournier qui avait un temps pensé peut-être arrêter ? C'est vrai, j'ai vu cette information-là et en fait, je me suis mis un petit peu à sa place en tant que joueur en se disant ouais, je joue plus, je suis en NBA, ok, mais il a un amour du jeu qui est palpable. On l'a vu en équipe de France cet été. Et le fait qu'il trouve un projet où il va pouvoir être, en tout cas, le projet va tourner un petit peu autour de lui sur la partie de la marque. Je pense qu'il a eu tout à fait raison d'aller sur de l'Euroleague. Et puis c'est un championnat quand même assez sympa à jouer. Il y avait aussi une offre de la part de Washington en NBA. Est-ce que selon toi, Greg, il fait le bon choix de fermer le chapitre de la NBA pour revenir dans l'Euroleague et voir un championnat qui est très intéressant et très attrayant ? Ouais, après, il a toujours annoncé que s'il revenait en Europe, c'était l'Olympiakos sa cible préférée. Donc je pense qu'il a saisi l'opportunité. On parlait d'opportunité tout à l'heure. Et je crois que même s'il aura un salaire un peu moindre qu'en NBA... Bon, 5 millions sur son contrat apparemment. C'est déjà pas mal. C'est à peu près ce que je gagne à ma télé. Donc tu vois, ça, on est pas mal. Par semaine. Par semaine. Et donc, non, il fait bien pour l'amour du jeu. Il arrive aussi à un moment donné charnière de sa carrière. On est vers la fin quand même, Evan Fournier. Donc 32 ans, 33 ans. Je crois. Donc oui, il fait bien de revenir et puis nous on va pouvoir le voir dans cette ambiance Olympiakos particulière, on va dire. Quand tu vois la ferveur quand il arrive là-bas, incroyable. 10 000 supporters, c'est incroyable. Il y a un amour du basket en Grèce également. Après, moi j'ai vu les images, c'était fantastique, où il participait à ça. Tu vois qu'il prenait plein d'énergie, de bon temps en tout cas, et ça c'est génial à partager. C'est un mec de vestiaire, je pense, parce que bon, on a forcément souvenir ce coup de gueule apparemment, pas dans les vestiaires, mais pas loin avec Jean-Pierre Suda. Il peut peut-être apporter ça aussi dans cette équipe grecque. Ouais, je pense qu'il a été contracté pour ça, justement, au-delà de son basket. Oui, parce qu'il faut du caractère à un moment donné. On l'a vu, parce qu'après le coup de pression qu'il met sur Collet et puis sur Suta, sur la Fédé, derrière, il faut se relever quand même. Il faut quand même être capable de mettre ce shoot à 8 ou 9 mètres là. Il faut le mettre quand même à ce moment-là. Donc, parce que toute la pression est sur toi. Tu es focus, tu as toutes les caméras sur toi, tu n'as pas intérêt à te rater. Donc c'est quand même un joueur de caractère, un joueur à part de toute façon, parce que physiquement, il est quand même pas très très grand, il est assez commun, il a quand même... Comme moi. Ouais, c'est ça, et donc pour s'en sortir, pour faire la carrière qu'il a fait, et puis pour partir à l'Olympiakos, parce qu'il y a la pression qui va aller avec, voilà, on a un joueur vraiment avec beaucoup de caractère et on va suivre ça de près. On va suivre ça de près. On va parler maintenant de Vincent Collet. Après 253 matchs en équipe de France, 179 victoires, il passe la main. Est-ce qu'il fallait dire stop ou encore est-ce que c'est la bonne décision d'arrêter à un moment donné ? À mon avis, c'est la bonne décision parce qu'il arrête vraiment au moment où 2 médailles olympiques et pas des moindres. Donc je pense que c'est une bonne décision. Après, je souhaite bonne chance à son successeur. Parce que on va en parler dans quelques instants. Mais entre 1926 et 2008, l'équipe de France n'a décroché que 7 médailles internationales. Et depuis que Vincent Collet est arrivé, 8 médailles. C'est quand même... Il a quand même marqué l'équipe de France de sa patte. Ouais, après il a eu quelques générations quand même assez dorées, Parker, Dio et compagnie, les Pietrus, Wembanyama là sur la dernière, Batum également, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a quand même du nom derrière aussi, mais c'est vrai qu'il a fait un gros boulot et c'était un acharné de travail visiblement. Après pour le timing, je pense qu'il est bon parce qu'il il s'arrête juste après les JO de Paris à domicile. Il fait une médaille, ce qui n'était pas gagné quand même. Il a quand même fait quelques coups de poker quand même pour y arriver. Donc c'est le bon timing. On parle souvent de cycle dans les... Voilà, un cycle de 15 ans, on est quand même pas mal. Donc c'est le bon timing pour lui. Après, voilà, là il se retrouve à la Fédé, bras droit du DTN ou un truc comme ça. Bon, voilà, je ne sais pas quel avenir il a, mais au niveau du coaching, mais pour l'instant il est bien. On parle peut-être d'un poste d'assistant avec Kenny Atkinson chez les Cleveland Cavaliers en NBA.
pourquoi pas une expérience américaine en fin de carrière, ça peut être pas mal pour lui. Je pense que c'est une opportunité que si elle est présentée, je pense qu'il va la prendre parce que c'est quand même, en tant que coach d'aller en NBA, c'est quand même le Graal, hein, on va pas se mentir. Bon messieurs, je vais vous poser une colle avant la fin de cette émission. Vincent Collet a fait ses bagages. Qu'est-ce qui va prendre la place selon toi, Virgile? Qu'est-ce qui est légitime à prendre sa place? Est-ce que le choix dont on parle actuellement, Fred Fotoux, est un bon choix? Je pense que Fred Fotoux est le successeur. Enfin, je n'ai aucune information, hein, c'est vraiment un pur bête de ma part. Mais je pense oui, que ce sera lui par rapport à un jeu qu'il propose qui est assez intéressant. En tout cas, j'aime beaucoup ce que propose Fotoux. Et puis pourquoi pas Julien Mahé, qui est dans la shortlist. Hein. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Il y a également Guillaume Vizade, si je ne dis pas de bêtises, l'ancien coach de Vichy, parti au MSB maintenant. Greg, la même question pour toi. Qui tu verrais sur le banc des Bleus? Après, c'est annoncé, c'est vraiment un secret de polichinelle, c'est annoncé depuis quasiment 2 ans que ça allait être Fotoux qui va aller reprendre la succession de Vincent Collet. Après, Julien Mahé éventuellement sur le banc en assistant peut-être, oui, après voilà, c'est aussi possible. Je pense que les deux s'entendent bien pour ça. Après, voilà, l'équipe de France c'est quand même une équipe quand même très tournée sur le jeu NBA américain. On a ce Kenny Atkinson, là, de coach de Cleveland Cavaliers, qui était coach principal, qui était là assistant de l'équipe de France. Est-ce que c'est pas lui qui va reprendre pour amener cette touche NBA un petit peu à cette équipe de France? Ça peut être aussi la question à se poser et ça peut être aussi la question, voilà, peut-être la solution parce que on bute quand même sur les 2 dernières Olympiades sur les Américains en finale et on n'arrive pas à les passer. La fin d'un cycle, comme tu disais tout à l'heure. Donc peut-être que la touche américaine peut apporter, peut être déterminante pour gagner la médaille d'or au JO ou au championnat du monde. Pourquoi pas? Mais Fotoux aussi, hein, Freddy Fotoux est aussi très légitime dans ce projet-là. Et ben en tout cas, la réponse, elle sera dans quelques semaines. Le nom sera dévoilé lors du Media Day de la FFBB. On arrive déjà à la fin de cette émission. Virgile, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu avais quelque chose à dire aux téléspectateurs, je t'en prie. Je dirais merci beaucoup de m'avoir accueilli. J'ai reçu un accueil chaleureux et vraiment un grand plaisir de pouvoir partager ce soir avec vous ce moment basket. Merci beaucoup Virgile, on aura l'occasion de se revoir durant toute cette saison. On va suivre cette équipe Espoir Elite et ce centre de formation plus largement du SQBB JSC. Greg, oui vas-y, je t'en prie, le mot de la fin aussi pour toi. Quelque chose d'important quand même par rapport à l'équipe de Virgile et des Espoirs. Donc c'est samedi. Palais des Sports, ça n'a pas changé. 14h. 14h, voilà. Venez nombreux à encourager cette équipe-là qui le mérite et puis on va la découvrir. Donc ça va être très très bien. Et puis voilà, faut du monde pour les pousser ces jeunes-là. Et on aura l'occasion de rappeler le rendez-vous la semaine prochaine dans la prochaine émission 100% Basket. Merci Greg d'avoir préparé avec moi cette émission. Cette émission justement, vous pourrez la retrouver ce soir à 19h35, 22h35 et minuit 35 sur ma télé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau 100% Basket. Et d'ici là, sportez-vous bien.